7h36, notre invité ce matin, François Ruffin, bonjour. Bonjour. François Ruffin, vous êtes journaliste, vous avez réalisé ce film dont on a beaucoup parlé, Merci Patron, vous êtes fondateur du journal satirique Fakir et maintenant élu député de la Somme, la première circonscription de la Somme. Vous étiez en meeting, je crois même hier soir à Paris, hein, c'est bien cela? Oui, c'est ça, pour je moi. Me trompe la non campagne continue après la campagne parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les gens dans les urnes, mais aussi il faut continuer à leur apporter des nouvelles. Et samedi, on était à Abbeville et jeudi, je serai à Amiens-Nord pour continuer à apporter des nouvelles de qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on essaye d'y faire. Rentrée à l'Assemblée nationale, c'est votre rentrée aujourd'hui? Ouais. Cravate ou pas? Non, vous allez mettre une cravate? J'ai préparé ma gomme, mon taille-crayon et tout ça. La cravate, on décidera avec le groupe, mais voilà. Avec le groupe. Je pense que c'est pas un sujet essentiel pour les Français que de savoir si on portera des cravates, si elles sont à motif ou à rayures, à poids. Non, mais vous pourriez porter une cravate avec sur la cravate la marionnette d'Amiens. Hein, oui, la fleur dont la spécialité est de mettre des coups de pied au derrière. Exactement. Mon objectif étant botter le cul aux notables, voilà. Disons clairement les choses. Hein. Voilà. Vous êtes sage finalement. Vous dites coup de pied au derrière. Voilà. Ouais, non, mais moi je dis botter le cul. Hein, je vous le dis tout de suite. Aux puissants, botter le cul. Aux étrangers. Aux étrangers. Non, je vous dis ça parce que certains ont dit. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Certains ont dit finalement Ruffin, finalement c'est le Front National de gauche, quoi. Bah, écoute, vous avez entendu ça? Oui, mais j'ai vu que, vous savez, dès qu'on a une victoire, ils sont mauvais perdants. Ils sont pas habitués à perdre, l'oligarchie. Et donc, quand on gagne contre eux, ils aiment pas ça. Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils salissent notre victoire. Effectivement, nous avons été les seuls à nous bagarrer. Par exemple, sur le cas Whirlpool, il y avait les militants du Front National. Il y a Marine Le Pen qui n'a cessé de parler du cas Whirlpool. Est-ce qu'on a vu des marcheurs, un seul de ces élégants monsieur, venir devant l'usine Whirlpool pour dire « Attendez, il y a d'autres solutions que le Front National », il n'y avait personne. Les seuls qui étaient présents, c'était nous, Picardie Debout, qui étions là aux côtés des salariés de Whirlpool pour offrir un chemin plus fraternel et pour leur dire qu'il y avait une autre voie pour la colère et pour l'espoir. Et qu'est-ce qu'on a dit constamment? On a dit attention, si Whirlpool ferme, ce n'est pas de la faute des étrangers. Si jamais, quand Goodyear a fermé, ça n'est pas la faute des immigrés. C'est la faute des Polonais, quoi. Non, c'est pas la faute des Polonais. C'est la faute des actionnaires, en l'occurrence chez Whirlpool, des actionnaires américains et de leur patron Jeff Fettig qui lui se gave avec 13,5 millions d'euros. Les dividendes des actionnaires de Whirlpool ont augmenté de 10%. Donc voilà de qui c'est la responsabilité. Où en est Whirlpool d'ailleurs? Pour l'instant, il y a une série de repreneurs qui se sont déclarés. Les dossiers vont être étudiés, mais il pourrait y avoir quelques centaines d'emplois. C'est la solution? La solution, c'est de jamais laisser partir les entreprises. Il faut qu'on se bagarre là-dessus. Comment ça se fait que Whirlpool va continuer à vendre son matériel électroménager en France alors qu'il n'y a plus une seule usine en France? Il devrait y avoir des lois. On devrait imposer des taxes aux frontières, voire des réquisitions et ainsi de suite. Moi, je suis pour qu'on ait un rapport de force. Réquisition? Oui, qu'on ait un rapport de force important avec ces multinationales. Parce que il faut qu'on reprenne notre destin en main. Moi, je dirais presque... Quand une multinationale veut fermer une filiale en France, même si elle ne marche pas, réquisition. Si elle marche pas, mais vous savez, là, on est sur... là, elle marchait. Là, elle marchait très bien. Whirlpool, ça marchait très bien. Je sais. Et moi, je pense que la question, c'est comment on reprend en main notre destin commun, mais ça pose aussi, par exemple, la question de l'écologie. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? 60% du marché est entre la France, les Pays-Bas, la Belgique, le nord de l'Europe. Et pourtant, on va avoir une usine qui va se trouver désormais en Pologne. Ça veut dire qu'on va avoir des camions qui vont traverser toute l'Europe pour venir livrer les hypermarchés du nord de l'Europe. Et ça veut dire de la pollution. On a des pics de pollution à répétition. Si on veut lutter contre ça, si on veut la relocalisation de l'économie, ça passe pas seulement par des mots, ça passe aussi par des décisions en matière de taxes aux frontières, de taxes kilométriques, de barrières douanières. Il faut réinventer autre chose sur le plan économique. Est-ce que vous détestez toujours Emmanuel Macron? Moi, je n'ai jamais dit que je le détestais, mais je disais que je pouvais percevoir. Et je veux dire, le basculement qu'il y a eu dans le cas de mon élection dans l'entre-deux tours, où d'un seul coup on rattrape 10 points et on en regagne 12 sur le candidat macroniste, sur une ligne claire, c'est dites non à Macron. C'est pas détester Macron, c'est dites non à Macron. Dites non à la baisse des petites retraites. En tous les cas, vos électeurs détestent Macron, c'est ce que vous avez écrit. En tout cas, mes électeurs, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas de cette politique-là. Vous êtes haï? Il voulait pas de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, parce que c'est ce que nous prépare Emmanuel Macron. On ignore s'il va nous le passer, ça aussi par ordonnance, puisqu'il a ces temps-ci l'ordonnance aiguë. Mais ça, par exemple, la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Vous imaginez
Macron est venu sur le parking de Whirlpool. On a d'un côté des salariés qui ont tout accepté pendant 5 ans. Ils ont accepté le gel de leur salaire. Ils ont accepté des suppressions de RTT. Ils ont accepté de travailler le week-end. Ils ont accepté tout ça. On a d'un autre côté des actionnaires qui se sont gavés, qui ont augmenté leurs dividendes de 10%. Et que décide Emmanuel Macron ? Par ordonnance, de précariser encore davantage. Les actionnaires américains. Oui, de précariser encore davantage rien à voir avec les actionnaires français. Et de faire un cadeau aux actionnaires, qu'ils soient français ou autres. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on veut toujours servir les forts ? Ou bien, est-ce qu'on se met au service des faibles ? Même c'est se soumettre ou se soulever, la question. Vous avez même écrit, vous portez en vous la guerre sociale comme la nuée porte l'orage. La guerre sociale est prête ? Vous savez, là, on a un gouvernement qui a une forte légitimité sortie des urnes, il faut pas le nier. On va avoir un été où les Français vont penser davantage à aller sur les plages qu'à regarder ce qu'il va y avoir comme modification dans le code du travail. Ça m'étonnerait que chacun amène son gros code du travail. Je vais parler du code du travail, de la réforme. À Berck, à Cailleux ou à Saint-Malo. Bon, voilà. Donc là, c'est pas... Voilà. Mais s'il continue... s'il démarre, il démarre quand même très fort. Des ordonnances, des volontés d'ordonnance tous azimuts. On demande ce qui va rester comme travail au Parlement. Bon, s'il fonce comme ça, sans tenir compte des autres voies qui existent dans le pays, mais oui, il va y avoir des conflits. Vous avez voté Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? J'ai voté ce que j'ai dû voter dans le secret de l'isoloir. Et l'isoloir est fait pour ça. Pourquoi ne pas dire d'ailleurs ? Parce que franchement, pourquoi ne pas le dire ? On se retrouve... Vous aimez la transparence. Quand on... oui. Quand on se retrouve à avoir le choix entre la peste et le choléra, entre la peste fasciste et le choléra de la finance, eh ben on ne tire aucune fierté du choix qu'on était amené à faire. Donc vous avez voté Emmanuel Macron. J'ai souffert d'une amnésie immédiatement après. Donc vous avez voté Macron, mais vous avez oublié votre vote, quoi. J'ai bien compris. En tout cas, je ne tire aucune fierté du vote que j'ai dû faire à ce moment-là et que pas mal de gens ont dû faire. Et vous savez, malheureusement, c'est pas la première fois que ça se produit, puisque dans la région, au deuxième tour des régionales, on a eu une finale Xavier Bertrand, Marine Le Pen. Et sans parler de 2002. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est par exemple comment on fait dans ma circonscription pour faire se rejoindre les classes populaires des campagnes, Flix-Secours par exemple, tout le Val-de-Nièvre et les quartiers nord d'Amiens. Aujourd'hui, les classes populaires sont divisées entre d'un côté les enfants d'immigrés et de l'autre côté les petits blancs, les prolétaires, les ouvriers des campagnes. Vous voyez ? Et si jamais ils sont divisés sur le terrain des votes, si jamais ils sont divisés sur le terrain des luttes, on est condamné à perdre. Donc aujourd'hui, bien souvent, les ouvriers des campagnes, comme vous dites, regardent d'un mauvais œil les enfants d'immigrés ou les immigrés eux-mêmes. Mais c'est ce que je dis bien. C'est le vrai problème. Votre vrai problème, il est là. C'est exactement ce que je dis, et je dirais même réciproquement. Les enfants d'immigrés regardent d'un mauvais œil les blancs des campagnes. Bien sûr. Tant qu'il y a ce divorce, cette déchirure, on est condamné à perdre, parce que l'oligarchie est tranquille. Et le Front National produit cette division en plaçant le débat sur un terrain culturel. Il produit ce déchirement entre ces classes populaires. Ce qu'il faut, c'est que nous, on pose le problème sur le plan économique et social, et qu'on parvienne à la réunion de ces classes populaires. On a obtenu, nous, lors d'un scrutin, mais ça n'est qu'un scrutin, la réunion des classes populaires avec Flix-Secours, qui pour le coup a voté pour 73% en ma faveur au deuxième tour de l'élection législative, et Amiens Nord, qui a aussi voté en ma faveur, de même que les quartiers populaires d'Abbeville et ainsi de suite. On a réussi le temps d'un scrutin. Il ne faut pas que ça dure une demi-journée ou 10 minutes, mais il faut qu'on arrive à faire exister une force qui réussisse ça dans la durée. Vous voilà député. Ouais. Après avoir été journaliste, après avoir réalisé un film qui a connu un vrai succès, vous allez vous payer au SMIC, donc si j'ai bien compris. J'ai pas très bien compris cette histoire de SMIC. Je pense pas que les Français. Vous l'avez dit. Je vais juste corriger un truc. Vous dites après avoir été journaliste. Moi, je prétends toujours être reporter aujourd'hui. Et voilà la manière dont je veux exercer ma fonction. On peut être journaliste et politique en même temps. Moi, je vais continuer à écrire dans. Je vous dis tout de suite, j'y crois pas. Oui, mais vous y croyez, moi, pas par moi. Par exemple, ma première demande, là, une lettre est partie pour l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Pourquoi ? Parce que il y a eu 3 suppressions de services en 3 ans. Bon, le 3e va avoir lieu. Et là, les malades se retrouvent dans des chambres complètement petites, il n'y a même plus la place pour une table de nuit, tellement on serre les lits, apparemment. Je voudrais aller vérifier ça. C'est-à-dire, je dis, avec pareille promiscuité, si on n'est pas malade mental en y entrant, on sera malade mental en sortant. Eh ben, je veux être député reporter, c'est-à-dire aller passer 24 heures dans ce service. Et vous savez, je pense que ça serait bien qu'on ait des députés, des ministres et des présidents on pourrait réinventer donc cette émission. Le député journaliste,
c'est pareil, hein. Vous êtes favorable ou pas à la suppression de l'avantage fiscal des journalistes ? Oui, ça me pose pas de difficulté. Oui. Oui, bien sûr. Il faut supprimer cet avantage fiscal. Même si fiscal. j'en ai bénéficié, mais vous savez, il y a des tas d'avantages. Oui. Par exemple, là, je viens de découvrir, vous l'avez peut-être vu en dernière page du Canard, que quand on se retrouvait un député se retrouvait au chômage, il avait le droit à des indemnités à 100% pendant un certain nombre de temps, pendant que ses assistants parlementaires, eux, galèrent. Ben, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut revoir. Je pense qu'il y a plein d'avantages comme ça qu'il faut revoir. Maintenant, il faut pas penser qu'à la baisse. Il faut penser aussi à la hausse. Il faut penser comment on va relever le SMIC, comment on va relever les petites retraites, comment on va relever les allocations handicapées. Vous paierez bien au SMIC, alors, oui. On est bien d'accord. Oui. Vous allez réserver le reste de vos revenus à des œuvres. Tout à fait. On est bien d'accord. Oui. Vous serez imposé sur la totalité. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous allez gagner 1480 euros. Le SMIC après impôt. Voilà. Oui, le SMIC après impôt. Voilà, le SMIC après impôt. Non, parce que j'ai vu la réaction d'Alexis Corbière. Hein. Oui, mais... Vous avez vu ça ? Oui, mais je veux dire... Je ne veux pas être payé au SMIC, je n'ai pas de patrimoine, pas de famille qui a de l'argent. Mais vous avez de la famille qui a de l'argent, vous François Ruffin ? J'ai un peu de patrimoine, mais je ne vais pas le nier, puisque pendant 7 ans, j'étais journaliste pour France Inter, où je considérais avoir été tout à fait correctement payé, ce qui m'a permis de mettre des économies de côté. De la même manière, mon film m'a aussi rapporté un peu, donc je ne vais pas nier ces choses-là. Maintenant, je vous le redis, cette histoire de SMIC, je m'en fous. Les Français s'en foutent. Maintenant, c'est une promesse. Et j'aurais mieux fait de dire que je vais me payer au salaire médian ou au salaire moyen. Mais quand j'ai lancé ma campagne, vous savez, d'abord, moi, je suis pas un politique au départ. C'est difficile de devenir candidat, de se dire qu'on va avoir son portrait un peu partout sur les murs de la ville, mais aussi que ça y est, on devient un politique. Et j'avais des scrupules à ça. Et comme j'allais aller dans les quartiers populaires où les gens, je savais, vivaient très mal, je voulais pas qu'on me renvoie à la gueule. Vous faites ça pour le pognon. Et donc c'est pour ça que j'ai immédiatement dit, je me mets au SMIC parce que je voulais pas qu'on vienne dire tous pareil. Ce qui vous intéresse, c'est la place et tout ça. Maintenant, je vois Achille qui dit François Ruffin, le smicard millionnaire, il a gagné beaucoup d'argent avec son film. Alors maintenant, ça, vous savez, c'est une fantaisie qui a été lancée par... on a des adversaires politiques, c'est normal quand on ouvre la voie. Même vos amis politiques, par exemple, Corbière, il était plein de sous-entendus. Moi, je vais vous dire... excusez-moi. Mais non, simplement, moi, d'une part, je n'ai jamais dit que je demandais aux autres des députés de se mettre au SMIC. Jamais. Ouais. Et c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. On peut penser à une diminution des revenus des députés, on peut pas penser à une diminution de leur retraite, de choses comme ça, mais je n'ai jamais recommandé ça. J'ai dit que c'est juste, je me l'appliquais à moi-même. Et ensuite, je vais vous donner la réalité, puisque c'est un truc qui circule en long et en large en travers sur Ruffin millionnaire. Il y aura une déclaration de patrimoine que je vais faire très rapidement, et vous verrez que je suis très loin d'être millionnaire. Est-ce qu'il y a une collusion entre pouvoir politique et médiatique ? En tout cas, il y a le pouvoir, et vous semblez oublier le pouvoir économique, c'est-à-dire qui sont aussi les propriétaires d'un certain nombre de médias. Vous savez par exemple que personnellement, je suis constamment censuré par Le Parisien ou Les Échos. Pourquoi ? Parce que c'est la propriété de Bernard Arnault sur lequel j'ai fait un film. Donc là, il y a quelque chose qui est relativement évident. Et je pense qu'il y a la nécessité de libérer les médias du pouvoir des milliardaires. Donc collusion entre pouvoir politique, économique et médiatique. On voit qu'il peut y avoir, c'est ce que vous pensez. Il y a des points de croisement. Mais vous, qui êtes maintenant le chouchou des médias un peu, hein, parce que vous êtes à part Le Parisien, Les Échos et le groupe de Bernard Arnault, sinon vous êtes invité partout. Hein, je vais pas partout, Monsieur Bourdin. Bon, c'est vrai. Oui, bien sûr. Vous choisissez ? Évidemment. Vous choisissez. Merci de venir ici parce que vous avez choisi la liberté, l'indépendance. Samedi soir, je fais tout pour être au plus près des gens. Et donc voilà, samedi dernier, j'ai passé une journée dans tous les quartiers populaires d'Abbeville et mon plaisir est là plus qu'à faire les plateaux télé. Je suis pas parisien. Là, j'ai passé une nuit à Paris. Vraisemblablement, je passerai une ou deux nuits par semaine à Paris. Oui. Mais c'est pas ça qui. C'est tout. Ouais, voilà. Le reste du temps dans votre circonscription. J'aime pas Paris parce que en fait, pour faire du sport, c'est vraiment compliqué, quoi. On a l'impression que dès qu'on va courir dans un parc, on a l'impression que c'est le marathon de New York tellement il y a de monde. Et pareil à la piscine, c'est le périphérique aux heures de pointe, il faut mettre son clignotant pour doubler, quoi. Oui. Donc vous êtes mieux en Picardie. Je suis beaucoup mieux chez moi, Amiens. Oui, bien. Votre première question à l'Assemblée, ce sera quoi ? J'ai préparé là une question écrite au gouvernement sur la situation des Simply Markets, c'est-à-dire le groupe Auchan, qui au niveau national, groupe Auchan, voilà, groupe donc la famille Mullier, qui au niveau national a décidé de supprimer 870 postes sous couvert de réorganisation, donc ils réorganisent tant qu'on veut, mais enfin c'est un groupe qui se porte très bien, qui a vu à la fois ses profits augmenter cette année et aussi ses dividendes.
Donc, que compte faire le gouvernement? Qu'est-ce qu'il y aura dans la loi travail pour empêcher que des gros groupes comme ça et aussi que c'est l'un des groupes qui a bénéficié le plus du crédit impôt compétitivité emploi. Donc moi j'ai des grosses questions sur ces aides qu'on fournit aux entreprises et qui derrière ne débouchent sur aucun emploi, mais au contraire débouchent sur des suppressions. La loi travail, évidemment, vous la contestez déjà. Oui. Hein, malgré la concertation avec les syndicats, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette loi, mais déjà, sur ce qu'on sait, vous contestez, vous voterez contre, vous ne voterez pas la confiance, j'imagine, au Premier ministre. Non. 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 Bon. Est-ce que vous pourrez voter différemment dans votre groupe, la France Insoumise? Ouais, je l'ai dit, je le répète. Vous allez suivre Jean-Luc Mélenchon Je l'ai dit, je le répète, je voterai en mon âme et conscience en toute indépendance. Je m'y suis engagé auprès de mes électeurs. Maintenant, vous savez, il n'y a pas besoin qu'il y ait une discipline pour que je sois convaincu que sur la très vaste majorité des sujets, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Vous pourriez voter, par exemple, la diminution, le dédoublement des classes? Oui, maintenant j'aimerais bien en discuter d'abord avec les enseignants et les parents d'élèves de ma circonscription pour voir quelles en sont les conséquences. Parce que si c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire enlever des maîtres en CM1, CM2 et ainsi de suite, grossir les effectifs de ces classes pour dédoubler les classes dans les CP, s'il s'agit de mettre des cloisons au milieu des classes parce qu'on n'a pas de locaux disponibles pour faire ça, je pense que ça va pas dans le bon sens et en tout cas peut-être que c'est pas un truc qu'il faut passer par ordonnance pendant l'été en allant très vite et en faisant n'importe quoi à la rentrée. Donc ma première démarche, je suis favorable à cette mesure-là. Je suis favorable à la diminution des effectifs à tous les niveaux du primaire, mais aussi en pensant au collège et au lycée. Il n'y a pas de raison de ne pas penser que l'éducation est une priorité, mais pas seulement en CP. Mais maintenant, je veux discuter avec les gens de ma circonscription pour voir dans quelles conditions ça se fait. Vous avez vu les dernières informations politiques, Jean-Pierre Raffarin qui quitte le monde politique, Manuel Valls qui quitte le Parti socialiste, ça vous surprend tout cela ou... Oui, vous savez, je sais pour moi, s'en moque quoi. Ouais, moi je sais pourquoi je suis là. Hier, il y avait une auxiliaire de vie sociale qui venait témoigner. Vous savez, ces gens qui s'occupent des personnes âgées, elles vont voir leurs revenus dans mon département baisser de 30% sous couvert de réduction des déficits. C'est-à-dire, ce sont des centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui vivent à la limite du seuil de pauvreté et qui vont glisser en dessous. Voilà, je sais pourquoi je suis là, moi. Je suis là pour porter leur voix de la même manière pour les animateurs du périscolaire, pour un certain nombre d'emplois de services dont on nous dit qu'ils sont des emplois d'avenir et qui pour autant vivent dans une grande précarité et parfois dans la pauvreté. Je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que samedi dernier, je me trouvais à Abbeville et je croise la famille d'un ex-goudieur qui risque l'expulsion à la fin du mois de juillet. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là parce que je vois un vigile qui est un copain du foot, qui vient sur Paris pour surveiller des concerts, qui est payé 10 € de l'heure, qui fait 5 à 8 heures et qui paye 40 € de train, c'est-à-dire qui termine sa nuit à 2 heures du matin sur les bancs de la gare du Nord pour reprendre le train le lendemain parce qu'il n'a pas de quoi se payer une nuit d'hôtel ou qu'on lui offre pas. Et donc c'est des gens qui travaillent, voilà, lui travaille, il travaille 5 à 8 heures et il s'en sort avec 10 à 40 € de revenus à la fin de sa journée parce qu'il a son train à payer. Je sais que je suis là pour ces gens-là et je suis pas là pour discuter de Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin, le SMIC, la cravate et ainsi de suite. Bon, alors, Picard comme vous, Emmanuel Macron, Picard comme vous, François Ruffin, décidément, hein, la Picardie est à l'honneur, mais j'ai une dernière question. Il a déclaré à propos des migrants qu'il fallait accueillir les migrants. Là, vous l'approuvez, là, ou pas? Je l'approuve, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour une France qui est généreuse. Oui. Maintenant, je suis né à Calais. Oui. Sur la situation très Vous êtes concrète. né à Calais, oui. Sur la situation très concrète de Calais. Mais il faut en finir avec les accords du Touquet. On a des gens qui viennent là à Calais parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Pourquoi la police anglaise s'installe sur le territoire français? Pourquoi la frontière se trouve en France? Là, il y a quelque chose. Évidemment, ça va être un point de fixation constamment. Les gens veulent aller en Angleterre. Moi, je suis d'accord pour qu'on accueille des gens qui veulent venir en France, mais ces gens ne veulent pas venir en France. Et parce qu'on veut pas les installer un camp à Calais, parce qu'on veut pas les aider à passer en Angleterre et voir comment Theresa May se débrouille avec ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux gens on essaie de faire des centres dans les Ardennes, en Indre-et-Loire et machin. Mais les gens, ils parlent anglais, ils veulent aller en Angleterre. Est-ce que c'est à nous de faire la police sur le sol
sur la police anglaise sur le sol français. Comment ça se fait qu'on a laissé s'installer cette frontière à ce niveau-là? Bien, eh ben, je vois que, que votre patron de groupe, Jean-Luc Mélenchon, aura un rival. Pas du tout. Non. Pas du Non. tout. Non, mais Non. Bon. vous savez, la bataille, elle n'est pas entre moi et Jean-Luc Mélenchon, elle n'était pas entre la France insoumise et entre les communistes, elle est entre... Ces excès ne vous ont pas gêné à aucun moment? Non, mais vous savez, moi j'étais tellement dans ma bagarre, parce que Oui. ça a été une campagne de porte-à-porte et ainsi de suite phénoménale, que ce qui se passait au niveau national, je n'y prêtais qu'un intérêt modéré. Mais la bagarre, elle n'est pas là. Je sais que c'est le jeu des médias de venir chercher des petites bisbilles entre Alexis Corbière, moi, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Mais c'est pas chercher, c'est la réalité, pardon. Aujourd'hui, la question c'est comment on fait pour battre en brèche la loi travail, comment on fait pour redonner, ranimer de l'espérance chez les gens, comment on fait pour combattre cette oligarchie qui va être néfaste sur les plans écologiques. Je vous félicite pour l'information sortie sur les néocotinoïdes et négative sur le plan social et aussi, je pense, on verra, mais sur le plan économique. Comment on va faire pour combattre ça? C'est là qu'est la question. Merci François Ruffin d'être venu nous voir. 8h57, nous nous retrouverons. RMC BFM TV. Merci à vous, Monsieur Bourdin.